Certains responsables et hommes d'État belges ont pris coutume de lasser l'opinion par des comptes rendus faits de monologues d'autosatisfaction sur leur mission à l'étranger, notamment en République démocratique du Congo. Leurs déclarations emphatiques voilent pour la plupart des cas des réalités dévastatrices des intérêts des peuples grâce à des contre-vérités qui servent plus leurs propres avantages que ceux des États africains ou du rapprochement des peuples. Ainsi, dans l'analyse de la déclaration récente du ministre Didier Reynders sur son voyage en RDC ainsi qu'au Rwanda, l'OCC, Organisation citoyenne pour le changement, a tenu à faire part à l'opinion belge, congolaise et internationale des observations objectives qui en découlent, de ses conclusions, mais aussi de ses ébauches de solutions en ce qui concerne les conflits récurrents dans la partie est de la RDC. Mesdames et messieurs, sous prétexte de la démocratie et de l'aide apportée aux pays pauvres et en voie de développement d'Afrique ou d'ailleurs, le nouvel ordre mondial a engagé la diplomatie occidentale néocoloniale à s'investir en vue de l'émergence d'une stratégie de fausses bonnes intentions qui couvrirait, semble-t-il, les crimes les plus odieux ainsi que leurs auteurs afin de consolider le pouvoir des criminels. Dès lors, des interrogations légitimes germent sur les multiples missions des ministres des Affaires étrangères belges en RDC, lesquels ont été couronnées d'échecs patents au vu de la persistance des conflits et de l'insécurité généralisée. Cela nous amène à penser que la diplomatie belge doit souffrir d'une névrose obsessionnelle contaminant chaque titulaire du poste à l'illusoire conviction de jouer un rôle important en RDC, l'incitant ainsi à s'octroyer, selon lui, une tutelle sans mandat légitime sur un pays souverain, en affichant un air besogneux pour des résultats décevants et négatifs. Si nous tenons compte des différentes ingérences sans fondement valable effectuées par ces différents acteurs diplomatiques, depuis le début des conflits et des situations d'instabilité politique dans lesquelles ils ont plongé la RDC par des choix partisans, et j'insiste, des choix partisans, l'activisme déployé par les chefs de la diplomatie belge ressemblerait plus à l'affolement d'un pyromane surpris par l'ampleur de l'incendie, s'improvisant sapeur-pompier. Ainsi se caricature le voyage du ministre Didier Reynders qui conclut par une déclaration stigmatisant les erreurs du passé, mais visiblement en soutien du pouvoir imposteur de Joseph Kabila, de même qu'à l'envahisseur Kagame, désormais dans le collimateur de la justice internationale. Pour l'OCC, cette déclaration est nulle pour les raisons suivantes que nous énonçons en 10 points. Point 1. Sur les habitudes du passé. Les habitudes du passé qualifiées d'erreurs et justifiées par le ministre Didier Reynders constituent en fait des fautes extrêmement graves commises délibérément par l'un de ses prédécesseurs, M. Louis Michel, qui vient d'ailleurs de se distinguer en disant que M. Kagame est un grand leader. En l'occurrence, il s'agissait du brassage des criminels Tutsis introduit au sein des forces de défense et de sécurité de la RDC. Cette formule inédite a été dénoncée par l'ensemble de l'opposition congolaise, car contraire à la tradition de l'ONU qui recommande la procédure classique en matière de règlement des conflits, à savoir la neutralisation et le désarmement des rebelles. Pour des raisons évidentes, M. Louis Michel a violé et transgressé expressément une procédure internationale de l'ONU, adoptée pourtant par l'ensemble des nations et qui a donné des résultats satisfaisants à travers le monde. La tentative du ministre Didier Reynders de nuancer une faute énorme, cause de millions de morts et source d'une déstabilisation durable en RDC, nous fait par voie de conséquence douter de la crédibilité de la personne et de l'honnêteté de ses déclarations.
L'OCC réprouve ce cynisme qui tente de banaliser des faits répréhensibles commis avec des intentions délibérées de nuire à un pays nettement affaibli par des choix rédhibitoires imposés et lesquels exigent sanctions et réparations. Par ailleurs, le fait de fustiger ou de stigmatiser ces choix criminels du passé ne peut aider à construire un cadre rassurant pour nos populations. Point 2. L'armée. Pour l'OCC, les FARDC ne peuvent être considérés comme une armée congolaise, du fait qu'elles ne sont et ne reflètent en réalité qu'une mixture hybride concoctée afin de garantir, de faciliter et de faire perdurer l'intrusion des forces étrangères en RDC. Le peuple congolais réuni en conférence nationale souveraine a levé unanimement l'option de doter la RDC d'une armée républicaine défendant l'intégralité du territoire au lieu d'utiliser les armes pour des répressions criminelles contre les populations. Il y a donc lieu de s'inscrire dans une logique radicale et rigoureuse d'épuration dans le but d'expurger de l'armée, de la police, des services de sécurité, des institutions et de l'administration de la République toute intrusion inopportune menée par des corps étrangers ou de nationalités équivoques, responsables des crimes, des conflits, de l'instabilité généralisée en RDC. L'offre du ministre Didier Reynders relative à la formation de l'armée nous oblige à scruter l'état des formations antérieures organisées par la Belgique au même niveau. L'obligation de résultat fait ressortir que, depuis l'époque de M. André Flau, actuel président de la Chambre des représentants belges, alors ministre de la Défense, ayant lui aussi multiplié des déplacements RDC, la fréquence des défaites, des débâcles, des débandades ou encore des déroutes de l'armée déguisées en repli stratégique face à l'ennemi n'a cessé de croître. Le ministre Didier Reynders devrait se garder de faire l'éloge des bataillons d'élite formés par des instructeurs belges, bataillons d'élite qui n'ont d'ailleurs pas fait signe de vie devant le M23. Où sont passés les bataillons d'élite? Aussi bien que le ministre Didier Reynders blâme et interdit toute ingérence extérieure en RDC, autant lui-même, nous semble-t-il, devrait laisser aux Congolais la liberté des choix, de tous les choix. Point 3. À propos du dialogue Rwanda-Congo. Selon la déclaration officielle du département des États-Unis d'Amérique faite par la secrétaire d'État Mme Hillary Clinton à Goma au cours de sa récente visite en RDC, la convoitise des richesses minières est la cause des conflits en RDC. Convoitise qui se traduit en une tragédie macabre qui se poursuit à l'heure actuelle et pour laquelle des millions de Congolais ont payé de leur vie sans que les coupables n'aient été inquiétés par la justice. Considérant que l'ONU, par le biais du rapport de ses experts, dénonce enfin les personnages impliqués dans ces entreprises de mort, l'OCC condamne toute déviance et appelle l'ONU ainsi que tous les Congolais à exiger que justice soit faite. Il n'y a pas de paix sans justice. La supercherie consistant à emprunter le chemin instaurant un dialogue Rwanda-Congo ne servirait qu'à protéger et couvrir les auteurs des divers crimes et actes odieux commis par Paul Kagame et ses lieutenants, dont Joseph Kabila, issu de l'armée patriotique rwandaise. Nous comprenons donc qu'à chaque fois, la mise en scène d'une réconciliation, d'une négociation ou d'un dialogue a été privilégiée par la médiation belge afin de permettre aux auteurs de ces crimes de passer entre les mailles du filet de la justice. Ainsi, le scénario de la poignée de main de la réconciliation entre Kagame et Kabila a-t-il connu le mépris d'Hillary Clinton à son arrivée à Goma lors de sa dernière visite officielle. Alors, si réellement le ministre belge souhaitait le calme et la paix en RDC, il militerait plutôt pour combattre l'impunité et lutterait aux côtés du peuple congolais pour que justice soit faite pour tous.
Ce dialogue serait encore une fois une pantalonnade quand on connaît le caractère hiérarchique de la relation entre Joseph Kabila et Paul Kagame, à savoir celle de simples soldats, hommes de troupes dévoués à son général commandant en chef. C'est bien au garde à vous que l'un reçoit les ordres de l'autre, et ces ordres ne se discutent pas. Point 4. Kagame est-il une solution, comme le dit M. Reynders? Ainsi, contrairement à la déclaration du ministre, pour l'OCC, Kagame n'est pas la solution, mais il constitue un problème et une grande menace pour l'avenir de toute la région des Grands Lacs. Et le pire, c'est d'ignorer et d'étouffer la réalité, mais aussi d'avoir combattu en son temps la révélation de M. Karl de Gucht sur l'imposture de Kabila, dont les services de renseignement américains et belges savent pertinemment qui il est, neveu de James Kabarebe, et que sa mère, Marceline Mutembouji, est la sœur de Kabarebe. Point 5. Sur les accords à la chasse aux Hutus. Suite à la déclaration évoquée plus haut par la secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, Mme Hillary Clinton, sur la cause des conflits, il devient épineux de soutenir la thèse et les raisons du génocide de Tutsi en ignorant les véritables génocides Hutus et Congolais où les morts se comptent par millions. Puisqu'il est établi dans d'autres rapports de l'ONU que tous ces crimes ne profitent qu'au Rwanda de Kagame, à savoir l'exploitation du gaz méthane du Kivu, le transit obligatoire des richesses minières de la RDC par Kigali, le pillage du patrimoine de la RDC, l'accaparement des territoires congolais, l'intrusion tutsi rwandaise dans les institutions congolaises et dans les forces de défense et de sécurité de la RDC, l'OCC estime qu'il est grand temps pour le peuple congolais de reprendre son destin en main. De plus, il n'existe aucun lien entre la chasse aux Hutus et l'escalade des exigences rwandaises à la RDC, et ce, tant en ce qui concerne le partage du pouvoir, tous les profits miniers et financiers notamment, que la tutelle du Rwanda sur la RDC, telle que publiquement manifestée au 50e anniversaire de la RDC, imposant lamentablement au souverain belge Albert II et aux autres chefs d'État l'attente de l'arrivée pendant plus de 2 heures de Paul Kagame avant de débuter les festivités. Sous ce prétexte de la chasse aux Hutus, on pourrait ainsi varier à l'infini les motifs les plus divers pour faire perdurer les conflits en RDC. Sans justice, c'est un permis illimité de tuer que nous octroyons à Paul Kagame et aux Tutsis du Rwanda qui jouissent de la complicité diplomatique de la Belgique. Point 6. Sur l'intégration dans la région des Grands Lacs. L'OCC ne trouve aucun intérêt pour la RDC de s'asseoir à la même table avec des pays qui ont semé la mort par millions de ses citoyennes et citoyens, violé ses filles, brûlé ses villages, pillé son patrimoine et détruit son environnement. Il n'y a pas de paix sans justice. Ces pays frontaliers ont été responsables du génocide congolais, ayant comptabilisé, nous l'avons dit, 6 millions de morts, premièrement dans le rapport Garreton, et ensuite dans le rapport Mapping, et ceux d'autres experts et d'observateurs crédibles de l'Union européenne, entre autres, ou encore de Human Rights Watch. La contiguïté territoriale n'est pas un mobile qui justifie une mise en commun, un partage des biens ou du patrimoine, quand en réalité, il n'existe aucune approche équilibrée de culture, de langue, de caractère, d'objectifs qui rassure les uns et les autres. Le vrai dialogue serait un dialogue rwandais-hutu-tutsi. Séculaires, les conflits rwandais entre les peuples hutu et tutsi sont internes au Rwanda. Et la responsabilité de la question sécuritaire de ce pays doit cesser de revenir à la RDC. Chacun doit faire preuve d'honnêteté à ce sujet, totalement interethnique, et ne peut en aucune manière engager la responsabilité de la RDC. Persister à exporter ces conflits ailleurs n'est que supercherie et complicité aux motifs évoqués par le département d'État
tel que dénoncé par Mme Clinton. Il y a bien d'autres pays voisins du Rwanda qui peuvent accueillir le trop-plein de ces populations, notamment l'Ouganda, anglophone et ayant hébergé la révolution Tutsi rwandaise. Rendu riche par les pillages des produits miniers en RDC, le Rwanda peut aussi construire en hauteur pour loger ses propres populations. Le règlement de ces conflits sempiternels trouvera son issue dans un dialogue Hutu-Tutsi, de même que la communauté internationale l'impose à d'autres pays. Si la diplomatie belge veut conforter, convaincre et prouver la présomption de connaissance dont elle se targue de la région des Grands Lacs, elle devrait, selon nous, examiner et analyser objectivement la voie de la justice, afin de réaliser à son honneur la paix tant attendue par les Congolais. La diplomatie belge court le risque de se voir taxée tôt ou tard de complice par le soutien aveugle à un pouvoir mono-ethnique, dictatorial et génocidaire, quand sera démontré que ces entreprises de mort procèdent d'une guerre d'agression. Du reste, il est surprenant que la diplomatie belge évolue à contre-courant de la tendance internationale qui analyse autrement le rapport des experts de l'ONU au point de retirer sa confiance au Rwanda, de quitter la compassion à son égard et de lui couper ses aides. Enfin, toute intégration inter-État pose des critères auxquels chaque État doit se conformer. L'Union européenne l'illustre bien par les nombreux critères qu'elle exige des pays qui attendent plusieurs années avant leur entrée dans la famille européenne. À titre indicatif, nul n'ignore que pour cause des guerres d'agression, l'Allemagne avait été soumise à des conditions drastiques après la guerre avant de devenir membre de l'Union européenne. De l'avis de l'OCC, la RDC n'a rien de commun avec les pays membres de la communauté économique des pays des Grands Lacs et n'en tire aucun profit. De ce fait, l'OCC se désengage de tous les accords initiés et conclus avec Joseph Kabila. L'OCC déplore et condamne donc l'omission des réponses concrètes aux préoccupations majeures des populations congolaises. Point 7. Cas de viol et violence. La déclaration du ministre Didier Reynders et les multiples voyages sans intérêt pour le peuple congolais des autorités belges provoquent un double sentiment de dépit et de répugnance égal au coup de colère du docteur Denis Mukwege, gynécologue de l'hôpital Panzi à Bukavu, lequel s'est indigné de voir le ministre belge, comme beaucoup d'autorités avant lui, revenir sur les mêmes questions sans apporter une suite convaincante. La colère d'un homme connu pour son calme habituel et sa capacité à réconforter les malades traduit en fait la souffrance d'un peuple excédé de vivre constamment le sadisme des puissances économiques et l'excessif acharnement de certains groupes belges sur la question militaire en RDC, singulièrement focalisée dans les provinces de l'Est de la RDC, terreau fertile des conflits, c'est-à-dire des tueries. Ceci va des accords signés en période de transition entre la ville-province de Liège, région wallonne, et la province du Katanga, fief du Mania belge, surnommé d'ailleurs vice-roi du Congo, en passant par le projet d'octroi des licences d'une usine d'armement Fabrique nationale Herstal, est supposé se réaliser dans un pays situé à la frontière de la RDC, projet du reste dénoncé et dédommagé à hauteur de 5 millions d'euros, pour finir par un programme de formation militaire des bataillons commando, toujours centré à l'est de la RDC, foyer des tueries. Nous ne sommes pas loin d'affirmer que ce genre de programme ciblé à l'est vise des objectifs précis qui expliquent la récurrence des conflits, la supériorité des groupes militaires rwandais et leur refus de se positionner ailleurs qu'à l'est en intégrant les troupes congolaises. Ce qui explique d'autre part le silence surprenant du ministre Didier Reynders sur les éléments brûlants d'actualité, comme par exemple les enlèvements d'hommes politiques ou les arrestations arbitraires de journalistes, qui causent d'énormes torts à l'ensemble du corps politique congolais. Point 8. Sur l'insécurité.
la responsabilité de l'évolution du crime politique organisé en RDC serait attribuée, selon des enquêteurs chevronnés et expérimentés réclamant l'anonymat, à Joseph Kabila. Le silence sur une démocratie de terreur est marqué par un ensemble d'éléments négatifs tels que l'étrange disparition récente de l'honorable député Diomine Dongala, donné pour mort par empoisonnement, torture et violence corporelle, confirmant ainsi le taux croissant de climat général d'insécurité au quotidien. De tels éléments autorisent une interpellation diplomatique pour déni de démocratie. Il est inconcevable que la condamnation de telles pratiques, comme règle de base des principes que l'Union européenne s'est réclamée et garantir en RDC déjà lors des élections de 2006, par l'intervention de l'effort, la force de l'Union européenne, n'ait guère figuré à l'ordre du jour du ministre des Affaires étrangères belge afin d'encourager l'éradication des crimes. Point 9. Sur la présence belge à la francophonie. Souffrant d'autisme ou de cécité, après des élections frauduleuses en RDC, la déclaration du ministre Reynders est muette sur une situation post-électorale explosive et prévisible relative à la position de la Belgique quant à sa participation au prochain sommet de la francophonie à Kinshasa. Et ce, malgré la dénonciation des procédures malhonnêtes contenues dans le rapport de la mission d'observation de l'Union européenne, qui considère que les résultats des élections du 28 novembre 2011 sont non crédibles. Un message clair qui aurait dû être bien compris par l'émissaire du président François Hollande sur la présence de ce dernier à Kinshasa. Pourtant, la Belgique est le seul pays occidental à avoir reconnu jusqu'ici le pouvoir imposteur congolais issu des élections irrégulières et contestées de novembre 2011. Or, le prélat de l'Église catholique en RDC, son éminence le cardinal Monsengo, avait d'ailleurs exprimé son avis sur la question en disant que ce n'est pas rendre service à la démocratie congolaise que de participer à ce sommet de la francophonie. Et point 10, sur la position de la Belgique et ses irrégularités constatées en novembre 2011. Eh bien, s'il faut se référer à la Déclaration universelle des droits de l'homme, que nous l'aimions ou pas, l'élu serait M. Étienne Tshisekedi wa Mulumba. En effet, l'article 21 de cette Déclaration universelle des droits de l'homme stipule clairement, point 1, toute personne a droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par intermédiaire des représentants librement choisis. 2. Toute personne a droit à accéder dans les conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. L'article 30 énonce quant à lui qu'aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Et nous n'avons pas entendu ce qu'en dit la diplomatie belge. Pour terminer alors, mesdames et messieurs, l'OCC ne peut que lancer un vibrant appel à tous les Congolais, où qu'ils soient, à la diaspora en particulier, pour qu'ensemble nous prenions en main notre destin. Car personne d'autre ne le fera à notre place. Nous sommes conscients que le chemin à parcourir sera long, mais avec le courage, la détermination, la foi et la persévérance, la victoire est certaine, puisque la cause est juste. Voilà, mesdames et messieurs, l'OCC tient à vous remercier pour votre présence, ainsi que pour l'attention que vous avez apportée à notre analyse sur cette déclaration du ministre des Affaires étrangères, M. Didier Reynders, et sur sa mission de soutien au pouvoir en place en République démocratique du Congo. Nous vous remercions.
Oui, c'est une bonne impression parce que les Congolais que nous sommes partout où nous nous retrouvons avons comme devoir de parler, de sensibiliser, de mobiliser pour la République démocratique du Congo. C'est ce qui vient d'être fait aujourd'hui. J'ai tout retenu, c'est-à-dire que tout ce qui touche le Congo est retenu. C'est-à-dire que je suis sensibilisé, ou plutôt, que dirais-je, je suis sensible à tout ce qui touche le Congo. Ouais, je crois que ce qui a été occulté, c'est plutôt l'actualité. Hein. Quand je parle de l'actualité, c'est des événements tels que la décision, ou plutôt la proclamation de la haute trahison du chef de l'État, qui n'a pas été pris en compte, et évidemment les salaires des députés, hein, les salaires honteux des députés nationaux. Ça n'a pas été dit. Je crois que c'était aussi le plus important par rapport à la situation douloureuse de notre pays aujourd'hui. Le seul message que je puisse donner, c'est plutôt de mobiliser et de rester encore très fort dans le sens intellectuel du terme, hein, d'être éveillé, de rester mobilisé parce que la victoire est toujours du côté du peuple. Eh bien, ce que j'ai retenu de fondamental, c'est l'appel à la mobilisation des Congolais face à la nécessité absolue d'une alternance politique dans ce pays au regard de l'échec du régime qui a pris en otage toute une population des années durant. C'est cet élément que j'ai pu retenir comme fondamental lors, n'est-ce pas, de cette communication politique. L'essentiel, c'était de transmettre le message, aborder le sujet de la manière la plus adéquate qui pouvait être. Ça peut revenir, n'est-ce pas, à tout un chacun d'entre nous, de reformuler peut-être la manière de l'aborder à sa manière, mais de comprendre la quintessence, c'est ce qui est plus important à mon avis. Bon, de prime abord, laissez-moi dire une chose. La francophonie est à sa 14e édition, et laquelle va se dérouler à Kinshasa. Cela veut dire que c'est une messe culturelle pour l'espace francophone dans ce monde, où les gens doivent se retrouver pour essayer, n'est-ce pas, de passer en revue moult questions qui cadrent avec la culture francophone et qui cadrent aussi, n'est-ce pas, avec la politique et pourquoi pas l'aspect, n'est-ce pas, de la démocratie dans cet espace francophone du monde. Mais j'estime que les réalités qui traversent, n'est-ce pas, la République démocratique du Congo enlèvent dans cette institution, ou bien à sa localisation, un élément important. Veut dire, il n'y a pas de soubassement d'une démocratie avérée, d'où la nécessité, pour sauver cette institution, de délocaliser tout simplement vers un État qui a une certaine stabilité démocratique, afin, n'est-ce pas, de permettre aux États invités à venir participer, n'est-ce pas, à cette messe. Mais lorsqu'on parle aussi de la francophonie par rapport à certains invités de taille, comme le président français François Hollande, dont on a entendu plusieurs, n'est-ce pas, langues se délier quant à la nécessité ou à la non-nécessité de sa présence à Kinshasa. Mais je constate, non sans regret, que le président normal est devenu un président anormal. Il était normal lorsqu'il disait, pendant sa campagne électorale, qu'il ne pouvait pas, n'est-ce pas, se mettre ensemble avec des États qui affichent un véritable déficit sur le plan démocratique. Et le cas du Congo faisait, n'est-ce pas, partie de ces cas-là dont il avait effectivement fait allusion. Mais que le président normal arrive à se contredire pour des raisons, n'est-ce pas, d'intérêt égoïste de la France, oubliant que la France incarne, n'est-ce pas, une organisation de cette taille et que la démocratie devrait être l'élément fondateur, le dénominateur commun. Nous pensons tout simplement que c'est la plus grande honte que la France a livrée au reste, n'est-ce pas, du monde et surtout au reste de l'espace francophone. Mais j'ai dit que François Hollande venir au Congo n'est pas venir au Congo. Il n'est pas le Messie que les Congolais attendent pour venir régler les problèmes congolais. C'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui vient, qui a démontré que non, vous pensiez que j'étais plus important alors que je ne le suis pas. Je marche sur le pas de mes prédécesseurs. Ce sont les intérêts
à moi et peut-être de la France qui sont plus importants, les restes, n'est-ce pas, ça ne nous regarde pas. D'autant plus que un autre président français avait dit que la démocratie était un luxe pour les Africains. Alors, pour finir en 2 mots, vous vous retrouvez aujourd'hui en face de M. Didier Reynders. Vous lui dites quoi? Il a encore droit, n'est-ce pas, ou bien besoin d'apprendre la politique et surtout les affaires étrangères, parce que sa diplomatie, c'est une diplomatie de la distraction. Et nous, peuple congolais, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, prêts à subir une distraction de son genre, une distraction, n'est-ce pas, de la honte. S'il a besoin de l'argent, qu'il le fasse autrement, au lieu, n'est-ce pas, de brandir une diplomatie dont il n'a pas la maîtrise.